Bonjour tout le monde, cette semaine nous abordons un sujet un peu spécial avec une invitée non moins spéciale. Nous allons parler de science, certes, mais aussi et surtout de gestion de projets scientifiques et vous faire rentrer dans les coulisses du financement de la recherche. Parce que faire de la science, c'est chouette, mais qui paye pour cette activité et comment cela fonctionne-t-il réellement? Ce soir nous invitons Irène Arata, qui est Project Manager au sein de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Elle nous invite à découvrir les rouages invisibles de la recherche. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024, vous écoutez le 518e épisode de Podcast Science, bienvenue. Ce soir, à la technique, nous avons Pascal depuis le sud de l'Alsace. Salut tout le monde. Nous avons Cléora, toujours depuis Perduville en Normandie. Salut tout le monde. Irène, notre invitée dans mon salon à Strasbourg. Bonsoir. Et c'est moi et Léa qui mènerai l'interview. Alors Irène, bienvenue au micro de Podcast Science. En général, j'aime bien commencer mes interviews par raconter comment nous nous sommes retrouvés à choisir les thèmes de nos émissions. Et celle-ci commence bien souvent par des rencontres et bien souvent dans des bars. Puisque Irène était une bénévole du festival Pint of Science, très active ces dernières années, dès son arrivée à Strasbourg. Et au fil des réunions, à chaque fois, elle a toujours plein d'anecdotes sur son travail, ses projets au laboratoire, à l'INSERM. Du coup, on s'est dit qu'il était peut-être temps d'aborder avec elle la question épineuse du financement de la recherche. Parce que des anecdotes, elle en a beaucoup à raconter. Et donc, vous ne regrettez pas l'épisode. Et oui, la recherche, ça coûte de l'argent, et pas qu'un peu. Et bien souvent, les chercheurs y consacrent beaucoup de temps, parfois au détriment de leur projet de recherche. Tout ça pour ne pas nécessairement obtenir de financement du tout. Alors, de nouveaux métiers se sont créés, comme celui d'Irène, des personnes qui viennent en appui au projet et qui rédigent, entre autres, les dossiers de financement. Alors, Irène, est-ce que tu peux te présenter un peu déjà et nous raconter ton parcours? Oui, alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée ce soir. Donc moi, à la base, je suis originaire de Paris, mais il ne faut pas le dire trop fort, parce que j'en ai un petit peu honte. Assez tôt, dans mon enfance, j'ai aimé les sciences, et surtout la chimie. Je me souviens, quand j'étais enfant, je faisais des mélanges de boue, et je faisais semblant de faire de la chimie, en fait, dans le jardin, à la campagne, donc c'était très rigolo. J'ai suivi des études scientifiques assez classiques. J'ai fait une prépa à Paris, ensuite j'ai fait une école d'ingénieur à Strasbourg, j'ai fait l'ECPM, l'École européenne de chimie, polymères et matériaux. Quand j'étais à l'ECPM, c'était mon stage de deuxième année. J'étais dans une industrie pharmaceutique qui m'a vraiment, vraiment donné envie d'aller dans ce secteur. Donc, mon objectif, c'était d'aller travailler en pharma. Et pour faire ça, je suis allée faire une thèse en chimie biologique que je suis allée faire en Angleterre. Donc, je suis partie en 2013 en Angleterre et j'ai passé au final un peu plus que ma thèse. J'ai passé 5 ans et demi là-bas. Sauf qu'en fait, c'était un peu un raté parce que j'ai eu une thèse un peu compliquée qui m'a dégoûtée de la recherche. Donc en fait, à la fin de ma thèse, je voulais plus en entendre parler. Et j'avais pas vraiment de plan de carrière. Donc j'ai eu un parcours professionnel qui s'apparente un peu à un mélange d'accidents et d'opportunités, mais des opportunités que j'ai su saisir. Donc au tout début, je voulais travailler dans la médiation scientifique. Sauf que je me suis très rapidement rendu compte que c'était un milieu très difficile, assez bouché, et en fait, avec un peu de recul, je me rends compte qu'à la fin de ma thèse, j'étais clairement en burn-out, et j'avais pas vraiment l'énergie de m'investir à fond. Donc j'ai un peu exploité tous les filons disponibles et possibles, dont notamment j'ai organisé Pint of Science pendant la fin de ma thèse, dans l'idée de me créer un réseau et tout ça, ce qui n'a pas vraiment marché. Et en fait, un peu par accident, je me suis retrouvée à faire du conseil. C'est un de mes amis sur place qui avait sa boîte, qui était tout seul et qui avait envie d'embaucher quelqu'un, et sachant qu'il avait besoin de quelqu'un de francophone parce qu'il travaillait beaucoup avec la France, parce qu'il était français lui-même. Donc je me suis retrouvée à faire ça, et en fait ça m'a plu, c'était rigolo, je voyais plein de trucs différents, j'apprenais beaucoup et je bossais moins de 16 heures par jour, ce qui me changeait un peu de la thèse. Ensuite, ça c'est un point un peu personnel, mais j'ai voulu rentrer en France à cause du Brexit. Donc j'ai fini mon contrat avec mon premier employeur. Je suis rentrée en France et un des clients avec qui je travaillais, qui était aussi un cabinet de conseil, m'a contacté pour me proposer de continuer de travailler avec eux. Et en fait, j'ai monté ma boîte. Donc je me suis installée à Strasbourg et j'ai bossé comme ça pendant 1 an et demi jusqu'au Covid, parce que en fait, principalement, je rédigeais des dossiers de financement pour des startups. Et à partir du moment où il y a eu le Covid, énormément de financements publics sont partis
pour aider les business, pour l'hôpital, pour la recherche vraiment liée au Covid. Donc en fait, du jour au lendemain, j'avais beaucoup moins de travail et surtout les taux de succès des dossiers que je déposais étaient beaucoup plus faibles. Or, j'étais payée en partie au succès, donc en fait, du jour au lendemain, j'avais plus rien à faire, plus d'argent et surtout j'avais besoin de sortir voir du monde, ce qui n'était plus possible. Donc je regarde un petit peu les offres d'emploi à ce moment-là. Je suis tombée sur un poste disponible au CNRS à Strasbourg pour être manager de projet européen. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. J'ai postulé, j'ai eu le poste et je me suis retrouvée en fait être project manager un peu malgré moi. Et en fait, j'ai réalisé que c'est vraiment un métier qui me plaisait et que du coup j'ai continué. Donc ça a commencé fin 2020 et je suis toujours dans ce métier et j'espère bien pouvoir y rester. Alors avant qu'on aille plus loin dans la teneur de ton métier, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche globalement le financement de la recherche en France et en Europe? Oui, alors en gros, la recherche en France, ça fonctionne principalement par des subventions. Pour prendre un exemple qui est peut-être un peu plus connu du grand public, si vous prenez l'agriculture, donc je vais vous donner un exemple tout bête, on va prendre Jeanne, elle est agricultrice, elle a des champs et elle a besoin d'investir dans une moissonneuse-batteuse. Sauf que une moissonneuse-batteuse, ça coûte dans les 300 000 euros. Et elle n'a pas 300 000 euros en poche, mais elle a peut-être 50 ou 100 000 euros et elle a besoin d'aide pour compléter cet achat. Et sans cet achat, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas faire d'argent et donc en fait son activité s'arrête. Et en fait, il y a des financements, il y a des subventions. Elle peut demander de l'aide, donc il faut faire un dossier, il faut expliquer pourquoi elle a besoin de cet argent, comment elle va réussir à travailler grâce à cette moissonneuse-batteuse qu'elle va acheter. Et elle peut obtenir une subvention qui ne sera pas forcément tout l'équipement, mais une partie. Et en gros, ça c'est assez connu dans l'agriculture, mais dans la recherche, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a des financements de base entre guillemets qui sont octroyés par les universités aux laboratoires qui s'appellent des dotations, mais c'est vraiment pour assurer les frais de roulement. Ensuite, on va partir sur des subventions à partir d'appels à projets. Donc un financeur, ça peut être l'État français, ça peut être l'Union européenne, ça peut être différents instituts. Un financeur va mettre un budget à disposition des chercheurs et ouvrir un appel à projet. À chaque fois, ils vont créer une enveloppe. Ils vont dire, par exemple, pour tel projet, on va mettre à disposition 10 millions d'euros et on va financer 10 projets à environ 1 million d'euros. Une fois que l'appel à projet est publié, les chercheurs vont monter un dossier pour obtenir ce financement. Globalement, ils vont expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi c'est important, pourquoi ça répond à la demande du financeur. Ça peut être un appel à projet thématique, par exemple. Il y a pas mal de projets d'écologie actuellement, donc une façon plus efficace de produire de l'électricité. Tiens, moi je suis chercheur et je produis de l'hydrogène, je vais postuler à cet appel. Sauf qu'en général, c'est très compétitif. Tous les projets ne sont pas financés. Et donc, il faut savoir bien rédiger son projet, bien montrer que ça tient la route, justifier son budget, etc., etc. Donc ça, c'est tout un travail. En jargon de gestion de projet, on appelle ça le pré-award, ce qui correspond en fait à la pré-attribution, parce que c'est avant d'obtenir le financement. Une fois qu'on a obtenu le financement, donc les projets sont sélectionnés, le financeur recontacte le labo en disant « Félicitations, vous avez été sélectionné ». On a toute l'étape de contractualisation, donc en gros, tout ce qui va permettre de signer le document, l'accord de subvention, qui va engager l'établissement et le laboratoire à mener à bien le projet, à dépenser l'argent qui a été octroyé dans les règles imposées par le projet, qui dépendent de chaque appel. Une fois que ça s'est fait, on a le démarrage du projet. Quand le projet démarre, on passe au post-award, donc à la suite de l'attribution. C'est-à-dire que tout le côté légal a été posé et on peut commencer à travailler. Et ensuite, il y a pas mal de cas différents. Il y a des projets assez simples avec des budgets assez faibles où c'est pas très très compliqué à gérer. Mais il y a des projets plus compliqués avec beaucoup de rapports, beaucoup d'évaluations, des réunions à faire. Il y a des consortiums avec plusieurs partenaires, notamment avec des partenaires qui ne sont pas forcément au même endroit, qui peuvent être dans des pays différents. Et là, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe un peu de tout ça parce que ça prend énormément de temps. C'est pas très compliqué, mais ça demande quand même d'avoir des connaissances spécifiques et surtout d'avoir du temps. Donc, par exemple, pour un projet collaboratif, il va falloir organiser des réunions. Moi, j'étais sur un projet où on faisait des réunions tous les mois. Il faut organiser des événements qui sont aussi pas que pour le projet, qui peuvent être pour parler du projet au grand public. Il faut rendre des rapports, il faut faire des évaluations. Parfois, comme je disais, organiser des réunions avec le financeur pour lui montrer qu'on fait bien notre travail. Et aussi, si jamais il y a un problème quel qu'il soit, il faut contacter le financeur, lui expliquer qu'est-ce qui se passe,
quel impact ça aura sur notre projet, etc. En fait, tout ce côté-là, les chercheurs peuvent le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Donc très souvent, dans ce cas-là, ils embauchent un chef de projet ou un project manager pour s'occuper de ça. Ok, donc toi, c'est ton métier, tu es project manager et tu dois gérer tous ces aspects-là de A à Z. Alors, c'est un peu mal connu comme métier, mais c'est assez essentiel dans les laboratoires de recherche. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton quotidien et ce que tu fais concrètement? Alors, le truc qui est assez intéressant avec le poste de project manager, c'est que c'est un métier qui est assez récent, qui n'est pas vraiment établi et c'est pas très homogène. Et d'ailleurs, il y a des groupes de travail qui existent. Moi, je fais partie d'un groupe de travail à l'échelle européenne pour réfléchir à tout ça, pour voir comment on peut reconnaître cette profession comme un vrai métier, parce que c'est pas le cas, en tout cas pas partout, et comment est-ce qu'on peut réellement définir la fiche de poste du project manager. Globalement, ça peut dépendre. Il y a les project managers qui sont spécialisés en pré-award ou en post-award. Moi, aujourd'hui, je fais un peu des deux. J'ai commencé sur un projet où je faisais vraiment que de la gestion. Donc, je rédigeais pas de demande de financement ni rien. Mais typiquement, une journée type, au début du projet, il fallait recruter 15 doctorants. Donc, je m'occupais de publier des annonces, de faire le tri des candidatures, de recontacter ceux qui étaient intéressants, de discuter avec les chercheurs pour savoir lesquels ils voulaient pas, etc. Organiser des entretiens, donc il y a le côté ressources humaines. Ensuite, un autre aspect du travail, on devait organiser des formations pour les doctorants. On avait 15 doctorants embauchés ensemble, donc on devait organiser des formations en ligne, des formations en personne, donc j'ai organisé des événements comme ça. Je m'occupais aussi, alors un peu le plus important, entre guillemets, c'était de m'occuper de tous les rapports qui étaient à rendre pour le projet, qu'on devait rendre à la Commission européenne. Donc il fallait faire des rapports qui n'étaient pas tous scientifiques. Certains rapports, c'était pour expliquer comment on a procédé au recrutement de nos doctorants et en quoi on a bien respecté les règles de recrutement de l'Union européenne, c'est-à-dire un recrutement transparent, équitable, sans biais, etc. etc. Un aspect aussi, c'est que, par exemple, l'Union européenne mettait un point d'honneur à ce qu'il y ait un équilibre des genres. Dans notre cas, au final, on avait beaucoup plus de chercheurs hommes que femmes. J'ai quand même dû expliquer pourquoi, montrer qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui postulaient aux offres. On avait essayé d'équilibrer les choses, mais donc toutes ces choses-là, en fait, vraiment, c'est très important. Il y a aussi tous les rapports scientifiques. Alors, c'est pas moi qui les rédigeais de zéro, mais je les relisais, je les corrigeais, je travaillais avec les chercheurs pour les produire, etc., etc. Aujourd'hui, donc je suis plus sur ce projet. Maintenant, j'ai rejoint donc un labo à l'INSERM. Donc le projet d'avant, c'était au CNRS. Et en fait, aujourd'hui, je fais un petit peu de tout. C'est-à-dire que je suis pas embauchée sur un projet, mais je suis vraiment embauchée sur un institut et je m'occupe un peu de l'institut à 360 degrés. C'est-à-dire, je fais de la veille, j'aide à monter les demandes de financement, j'aide surtout sur les parties non scientifiques, donc comment constituer le budget, s'assurer que le projet qu'ils veulent faire répond bien aux attentes du financeur. Donc voilà, tous les côtés un peu plus stratégiques que scientifiques. S'il y a des collaborations à faire, c'est moi qui vais m'occuper d'organiser des réunions, de s'assurer que tout le monde a vraiment ce qu'il veut en sortant de cette collaboration, jusqu'au dépôt du projet. Et une fois que le projet est financé, c'est moi qui vais m'occuper d'organiser les réunions, de s'assurer que tous les rapports sont rendus à temps. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est moi qui m'en occupe. Il n'y a pas de jour type dans ce genre de boulot. Alors, la journée type, je suis derrière un ordi, mais tous les jours, je fais des choses différentes et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est très varié. Moi, je trouve ça assez spectaculaire, la diversité de choses à laquelle tu es confrontée. Alors, j'ai deux questions. Déjà, à quoi ça ressemblait ta fiche de poste à la base? Parce que ça ressemble un peu à «Bonjour, vous devrez tout faire» et c'était écrit quoi concrètement? Et quel était le poste versus la réalité? Alors, concrètement, il y avait écrit «On cherche un couteau suisse». Non, en fait, c'est assez rigolo parce que, en gros, la fiche de poste, c'est vraiment une liste assez longue de plein de trucs qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Donc, c'était vraiment, la personne recrutée devra aider au montage de financement, à faire de la veille, à trouver des publis, à déposer les financements, aider au recrutement. Et il y a aussi tout un aspect communication. Par exemple, je suis responsable de la communication de mon institut, donc dès qu'il se passe un truc, c'est à moi de m'occuper de faire des posts, les communiqués de presse, tout ça. Et en fait, c'était vraiment ça. C'était la liste de toutes les tâches possibles et imaginables que je dois faire. L'avantage, quand j'ai postulé, je connaissais déjà un petit peu, comme c'est pas mon premier poste, donc j'avais pas trop peur. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a jamais fait ce travail, se retrouver confronté à une to-do list aussi large, ça peut faire peur. En réalité, aucune des tâches que je fais au quotidien n'est très compliquée ou difficile. Le réel challenge, c'est juste de réussir à jongler. C'est juste ça.
Bah, ça demande quand même d'être très polyvalent sur beaucoup, beaucoup de sujets différents. Et est-ce que ta formation de scientifique et tout t'avait préparé à faire autant de choses différentes? Alors ma formation scientifique m'a pas mal aidée. Il y a 2 aspects de ma formation qui m'ont aidée et qui m'ont préparée à ce boulot. Le premier, c'était la prépa parce qu'en fait, bah, tu sous une pression tellement forte que tu apprends à la gérer. Bon, il y a des gens qui n'y survivent pas. Moi, j'y ai survécu et du coup, en fait, la pression me fait plus trop peur. Quand on me dit qu'il y a une deadline, que c'est à faire pour demain, en fait, ça me motive. Donc ça, c'était déjà assez formateur. La thèse, dans une certaine mesure également, même si au final, la prépa m'a beaucoup préparée à la thèse et que je l'ai moins mal vécue que des gens qui sont pas passés par cette case-là. Mais donc c'est vraiment ce côté, gérer les deadlines, gérer une charge de travail il y a des jours où c'est très cool, bon, qui sont pas très souvent, mais la plupart du temps, c'est, en fait, du jour au lendemain, on va décider de déposer un projet et là, faut le faire, c'est tout de suite, c'est pour dans 3 jours et il y a tout à faire. Donc c'est vraiment ce côté-là. Après, en réalité, ce qui me sert le plus, c'est un peu ma vie personnelle. Parce que j'ai toujours fait plein de trucs. Moi, quand j'étais. Alors, j'ai jamais enregistré de podcast, mais quand j'étais plus jeune, j'avais une fausse émission de radio avec des copains. On faisait des vidéos. En fait, on était un peu youtubeurs avant l'heure. Et du coup, je sais faire du montage vidéo. Je sais faire du montage. Enfin, de la petite composition un peu à l'arrache. Mais pour mon premier projet, il fallait qu'on fasse des vidéos, c'est moi qui les ai faites. Il nous fallait un jingle, au lieu de payer, c'est moi qui l'ai fait sur GarageBand. C'est rien d'incroyable, mais voilà, ça fait partie de ces trucs que je sais faire. J'ai créé des sites web assez tôt, j'ai dessiné, donc tout ce qui est illustration, graphisme, je vais pas dire que je suis forte, mais disons que je me débrouille assez pour répondre aux besoins d'un projet de recherche. Après, clairement, par rapport à un professionnel, j'ai absolument pas le même niveau, mais pour les besoins d'un projet de recherche, c'est largement suffisant. Donc voilà, je peux faire un logo pour un projet, je peux faire tout ça. Et au final, c'est plus ça qui m'aide au quotidien dans mon boulot. C'est un peu tout ce côté compétences transverses. OK. Mais du coup, au final, ce genre de profil que les instituts recherchent pour faire toutes ces tâches différentes, est-ce que c'est pas un moyen de mettre plein de jobs dans un et de gagner un peu de «l'argent» entre guillemets, parce que si tu sais tout faire, tu as pas besoin d'embaucher quelqu'un d'autre pour faire les tâches, quoi? Ouais, c'est pas faux. Après, ce qui est un peu compliqué avec ce job-là, c'est que, il est pas encore valorisé. C'est ce que je disais, en fait, c'est un travail qui est assez récent. Alors, il y a des gens qui font ça depuis 10-15 ans, mais pas nécessairement en France. Mais surtout, c'est un poste qui est récent, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. C'est pour ça que je suis très contente de pouvoir en parler ce soir. Et c'est pas réellement valorisé. C'est-à-dire que, moi, enfin voilà, j'ai pas mal d'expérience, je suis encore en CDD. J'ai très peu de chances d'avoir une titularisation ou un CDI ou une possibilité de rester. Et en fait, ce serait très compliqué d'embaucher plus de gens. Et puis même dans les labos, il y a une place qui est quand même limitée. On essaie d'avoir le maximum de chercheurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon labo, il fait partie des rares laboratoires qui ont un project manager dédié au laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a les services support qui t'aident et qui t'accompagnent, mais eux, ils ont un portefeuille de labos assez énorme. Donc en fait, c'est assez rare d'avoir quelqu'un comme moi qui suit un labo, qui suit tous les projets, et le fait d'être vraiment dans le laboratoire, ça me permet d'être au contact des chercheurs, de les connaître, de savoir exactement ce qu'ils font. Et puis c'est un peu le côté, on se croise, on se voit quasiment tous les jours, on se croise à la machine à café. Donc il y a cette possibilité de me poser des questions un peu de façon impromptue pour des trucs où ils n'auraient pas passé un coup de fil, où ils n'auraient pas envoyé un mail à un département qui est décentralisé, quoi. Donc moi, je pense et j'espère que sur le long terme, il y aura de plus en plus de gens comme ça et que du coup, il y aura peut-être aussi une spécialisation qui va se créer. Mais voilà, en attendant, disons que si c'est pas moi qui fais la communication de l'institut, soit il y en a pas, soit c'est des chercheurs qui doivent le faire et les chercheurs, ils ont mieux à faire, en gros. C'est un peu l'idée. Alors, si on schématise, dans un institut, souvent, il y a les chercheurs, donc toute la cohorte des chercheurs, les permanents, les non permanents, avec les post-doctorants, les étudiants, et cetera. Et il y a tous les personnels d'appui à la recherche, donc l'administration et tout ça. Toi, en tant que project manager, finalement, tu fais un peu l'interface entre tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. En fait, il y a les personnels administratifs qui sont dans les labos. En général, il y a toujours une personne qui est gestionnaire administratif et financier, qui va surtout s'occuper des dépenses et vraiment du côté, dès qu'une commande va être passée, il faut la mettre sur le bon projet, etc. Ensuite, il y a souvent des gens qui s'occupent de, moi, si demain je dois partir en conférence, il y a quelqu'un qui va réserver les billets d'avion pour moi parce qu'il y a une plateforme moi, j'ai pas le droit, par exemple, de réserver mon billet d'avion ou mon billet de train sur le site de la SNCF et de me faire rembourser après. Ça marche pas comme ça. Il y a toute une procédure à suivre. Donc, il y aura une personne qui va s'occuper de faire ça.
Donc ça, c'est vraiment dans les labos. Et ensuite, il y a tout ce qui est au niveau des délégations. Donc, l'INSERM a une délégation en Alsace, une délégation, je crois, en Bretagne. Enfin voilà, c'est un peu, c'est régional. Donc il y a toute une partie où il y a des gens qui sont là pour nous soutenir dans les délégations. Donc nous, on a de la chance parce qu'ils sont à Strasbourg. Mais par exemple, si j'étais à Nancy, ce serait aussi Strasbourg. Donc on a une certaine proximité qui aide bien. Et ces gens-là, ils suivent les différents labos et ils apportent un soutien. Mais ils sont pas dans le labo. En fait, les gens qui sont dans notre labo, le lien, il n'y a pas vraiment besoin de le faire, mais les gens qui sont hors du labo, qui sont administratifs, moi, je suis clairement une sorte de porte d'entrée et un lien pour faciliter les communications. Et c'est aussi que je vais répondre plus rapidement à un mail que des chercheurs qui sont les mains dans la paillasse à manipuler toute la journée, quoi. C'est l'avantage aussi d'être derrière l'ordi toute la journée, c'est que je peux répondre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a de la recherche à faire. Mmh. OK, donc un poste, assez complémentaire et alors ce qui, m'interroge aussi, c'est qu'on te demande toi de trouver les financements de recherche, sur des thématiques, des fois, qui sont pas les tiennes. Alors typiquement quand on est chercheur, à quel genre de financement on peut faire appel et qu'est-ce qu'on peut obtenir, en routine comme ça? En fait, pour les financements académiques, ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre déjà du sujet sur lequel on travaille. Ça va dépendre aussi de l'avancement de carrière du chercheur qui souhaite déposer un projet. Parce qu'il y a des bourses pour les jeunes chercheurs, il y a des bourses pour les jeunes chercheurs de moins de tel âge qui ont publié tant. Enfin voilà, il y a des critères comme ça. Il y a des bourses qui vont financer un seul labo ou qui vont financer une équipe. Il y a des bourses qui vont spécifiquement, par exemple en Alsace, il y a des bourses qui financent spécifiquement des collaborations France, Allemagne, Suisse. Donc ça va vraiment dépendre de tout ça. Après, il y a quand même des guichets qui sont connus. En France, on a l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui a un appel à projets ouvert tous les ans. Donc c'est en octobre. Donc c'est pour ça que les services support en octobre, ils sont déjà en PLS. Parce qu'en fait, ils doivent accompagner peut-être 50 projets ANR en même temps. C'est des projets, alors à ce moment-là, c'est les pré-propositions, donc c'est uniquement 3 pages, mais il faut quand même s'assurer que tout est carré, que tout est bien pensé. Et si les propositions sont sélectionnées, on le sait à peu près en janvier. Et ensuite, on est invité à déposer un projet complet d'une dizaine de pages en mars. Donc il y a les deadlines comme ça qui sont récurrentes. Sachant que l'ANR a aussi pas mal de projets plus spécifiques. Donc l'appel ouvert, en fait, l'avantage, c'est que peu importe la discipline dans laquelle on travaille, on peut y postuler. Il y a aussi la Commission européenne qui finance énormément de projets. Actuellement, il y a le programme Horizon Europe. Les réseaux de doctorants comme celui sur lequel j'ai été embauchée, c'est un projet de la Commission européenne, mais ils font aussi des trucs plus portés sur le marché. Et ils ne financent pas que des labos académiques, ils financent aussi des entreprises, des startups, des PME. Par exemple, on a aussi l'ADEME, qui est un institut français qui s'intéresse particulièrement aux projets environnementaux et qui supporte aussi bien des entreprises, plutôt des petites entreprises que des labos académiques. Il y a aussi l'ANRS, qui est un institut issu de l'INSERM qui finance des projets sur les maladies infectieuses. Voilà, en fait, il y a beaucoup de guichets différents et au sein d'un même guichet, il y a plein d'appels à projets différents. Après, en fait, il y a deux choses. Il y a ceux qu'on connaît bien et auxquels on a l'habitude de postuler. Et il y a aussi un travail de veille à faire où moi, je vais chercher sur les différents sites. On va aussi chercher auprès de fondations. Par exemple, dans mon labo, il n'y a pas très longtemps, on a reçu une bourse de la fondation Alsace contre le cancer. Donc, c'est une fondation locale où ils ont financé 5 projets à hauteur de 50 000 euros. Donc, c'est pas forcément que les guichets nationaux. Hein. Ça peut vraiment être des petites initiatives locales. Et après, en fait, le plus on en fait, le mieux on connaît le système. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des automatismes, il y a un réseau qui se crée, et puis voilà, quoi. Alors, pour ceux qui écoutent et qui n'auraient pas tous les acronymes, l'ANR qui a souvent été mentionné, c'est l'Agence nationale de la recherche et si tu me dis si je me trompe, mais actuellement, c'est le plus gros dispositif de financement pour des projets de recherche français? On peut dire ça? En France, oui. Je pense qu'on peut dire ça. OK. Donc, tous les ans, il y a plein de chercheurs qui se lancent dans des dossiers ANR, pour avoir, récupéré de l'argent en national pour des nouveaux projets de recherche. Et là aussi, c'est très compétitif. Oui, en fait, c'est pas un problème, mais le problème, entre guillemets, c'est que les chercheurs deviennent de plus en plus forts dans le montage de dossiers. Et au bout d'un moment, ils comprennent qu'est-ce qu'il faut mettre pour que le dossier soit financé. Ce qui fait qu'en fait, mais pas que pour l'ANR, pour tous les financements, la qualité des dossiers déposés augmente.
Et comme les services support commencent à s'organiser de mieux en mieux et qui veulent absolument motiver les chercheurs à déposer des projets, on a à la fois le nombre de projets qui augmente, la qualité des projets qui augmente, mais le budget disponible qui n'augmente pas, voire qui, selon les différents instruments, peut diminuer. Et du coup, il y a certains financements où il y a des taux de succès de 5%, quoi. Donc, il faut vraiment s'accrocher pour y aller. Ouais, ça c'est assez dingue parce que du coup, sur des dossiers comme ça où des chercheurs vont se mettre à plusieurs, passer des fois plusieurs semaines à rédiger un dossier, il n'y a que 5 dossiers sur 100 qui seront financés au final et donc tout ce temps investi n'aura servi à pas grand-chose. Alors, oui, d'un côté oui, après ça sert quand même parce que dans tous les cas, ils réfléchissent à des projets. Le projet qui a été défini, il pourra soit être redéposé au même appel l'année d'après. Il y a des financements où c'est, entre guillemets, attendu de ne pas l'avoir du premier coup. Donc en fait, le premier dépôt, c'est vraiment on tente. Et ensuite, on a un feedback des évaluateurs. Donc on a juste les retours, quels étaient les points faibles à leur sens. Et on peut reprendre ces points et redéposer l'année d'après. Mais sinon, moi je sais que c'est déjà arrivé dans pas mal de cas où le projet n'est pas financé, mais du coup on le met de côté et puis on regarde à quel appel à projet on pourrait repostuler pour le redéposer ailleurs. Et bon, au bout d'un moment, soit on se fait une raison et on annule parce que tant pis, mais on peut quand même essayer de faire vivre les collaborations autrement. Soit ça finit par payer et puis on a le financement. Et là c'est bien. Ok. Alors pour donner un ordre de grandeur, quand on fait des appels à projets comme ça, quel genre de montant et d'ampleur on peut donner à son projet? Alors ça va aussi beaucoup dépendre. Moi, de mon expérience, j'ai vu des appels à projets qui allaient de 50 000 €. C'est rarement moins, mais ça peut arriver et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. Ça va dépendre des besoins, ça va dépendre des thématiques aussi. Souvent dans les appels à projets, quand un appel à projet est publié, il y a une sorte de feuille de route qui est publiée, qui vraiment explicite toutes les règles, y compris quel est le budget max, quelles sont les règles financières. Donc, combien je peux demander et comment je peux utiliser cet argent. Parce qu'il y a des appels où on peut uniquement embaucher des gens. Il y a des appels où on peut uniquement avoir des consommables ou des frais de labo. Il y en a qui sont spécifiquement pour acheter de l'équipement, donc des grosses machines, donc comme une moissonneuse-batteuse pour un agriculteur, mais en version recherche. Donc ça va dépendre. Pour vous donner un peu une idée, mon premier projet au CNRS, donc c'était un réseau de doctorants qui avait pour objectif de former des chercheurs. C'était à peu près 4 millions d'euros pour 15 partenaires. Là, actuellement, à l'INSERM, j'assure la gestion d'un projet qui a plus de 20 millions d'euros, mais qui a reçu une aide à hauteur de 6 millions. C'est-à-dire que le reste, c'est les partenaires qui l'apportent eux-mêmes ou qui trouvent des cofinancements. La raison pour laquelle il est aussi cher, c'est parce qu'il y a un essai clinique qui est inclus dans le projet. Donc, ça va vraiment dépendre ça dépend de ce qu'on fait. En biologie, ce que j'ai appris, c'est que ça coûte cher, la bio. C'est vraiment quelque chose d'assez flagrant. Je pense que tout ce qui est des sciences type biologie, chimie, enfin tous ces trucs-là qui demandent d'avoir pas mal de réactifs, pas mal d'analyses, ça va coûter cher. J'ai pas trop idée des budgets pour des projets de SHS, donc tout ce qui est sciences humaines et sociales. J'imagine que c'est moins, mais je serais assez curieuse de savoir combien coûte un financement moyen en SHS. Et project manager, c'est un profil qui existe aussi dans les sciences humaines et sociales de ton expérience ou t'en as déjà rencontré? Oui, alors ça existe, ça va être plus sur des projets de type collaboratif, réseau de doctorants. En fait, au final, il y a les mêmes exigences d'un projet de SHS par rapport à un projet de physique ou de chimie ou de bio. La seule différence, c'est que ça va pas être les mêmes locaux et les mêmes les mêmes coûts. Mais au final, si on doit faire un projet collaboratif de SHS qui va parler, je sais pas, d'analyse sociétale ou politique ou économique, il y aura quand même des rapports à rendre, il y aura quand même, faudra quand même expliquer comment on a utilisé l'argent, il y aura quand même des déplacements, parce qu'en plus souvent, s'il doit faire des entretiens avec des gens dans différents endroits, il y a aussi ce côté-là. Il y aura quand même des gens qui vont se déplacer aussi pour aller en conférence, il y aura quand même des formations à organiser, donc en fait, tout ce côté-là, on le retrouve. Je pense que la différence, c'est que un chercheur en SHS n'achètera jamais une machine à 300 000 euros. Enfin, j'aimerais bien savoir ce que c'est si jamais il l'achète, quoi. Je reprends juste ma casquette acronyme. Du coup, SHS, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est sciences humaines et sociales. Voilà. Alors, et là, par exemple, sur les projets sur lesquels tu as travaillé et qui ont été financés, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de choses que
toi-même t'es allé chercher, que t'as rédigé et que t'as géré en tant que project manager déjà? Alors dans mon expérience, en fait, le processus de monter un projet, d'aller jusqu'à la contractualisation et de le gérer, c'est quelque chose de très long et ça peut être sur, plusieurs années, 4, 5 années. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de monter et de gérer un projet parce qu'en fait, soit j'ai fait de la gestion d'un projet que je n'avais pas aidé à monter, soit j'ai monté des projets qui pour les enfin là, ça fait 1 an que je suis à l'INSERM. Les projets que j'ai aidé à monter, c'est des projets qui viennent à peine d'être financés, qui n'ont pas encore commencé. Mais en fait, pour donner un peu une idée, donc ouais, mon 1er projet que j'ai géré, comme dit, c'était un réseau de doctorants. Donc c'est des projets européens, qui sont sous un label, Marie Curie et le projet s'appelait CHAIR. En gros, c'était un consortium de 15 partenaires, mélange académique, industriel. Ça faisait de la chimie et l'idée, c'était d'avoir 15 doctorants qui alors, particularité des projets Marie Curie, c'est qu'il y a une règle de mobilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'embaucher un chercheur qui vient de notre pays. Donc on a embauché des gens qui venaient des 4 coins du monde en plein Covid, c'était très rigolo. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc j'étais responsable de tout ce qui n'était pas directement scientifique. En fait, c'était ouais, beaucoup de gestion, énormément de relations humaines aussi, parce que bah, y avait les doctorants qui allaient d'un endroit à l'autre. En plus, ils devaient faire des stages de 3 mois. Donc, dans chaque thèse, il y avait 2 stages de 3 mois qui étaient prévus, où ils devaient aller dans un autre endroit. Donc, je devais aussi, par exemple, les aider avec les histoires de visa pour ceux qui n'étaient pas européens ou ceux qui devaient aller en Suisse. Donc voilà. Mais en revanche, ouais, j'ai pas d'exemple de projet que j'ai monté et géré. Là, on a le premier là, parce qu'il y a aussi pas mal de petits projets que j'ai aidé à monter, mais qui auront pas vraiment besoin d'aide pour la gestion. Mais là, il y a le premier un peu gros projet que j'ai aidé à monter qui vient d'être financé, mais qui commencera mi 2025. Donc pour vous donner un peu une idée, c'est-à-dire que les durées sont assez longues. OK. Alors, moi, un truc qui me fascine un peu, c'est, j'ai déjà dû écrire des demandes de financement sur des sujets que je maîtrisais à peu près puisque je faisais de la recherche et je devais trouver des financements pour ma recherche. Comment tu fais pour écrire une demande de financement quand tu es pas du tout spécialisé de la discipline pour laquelle tu écris? Enfin, ça, c'est un truc qui m'échappe un peu et je suis vraiment admirative de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça alors qu'ils viennent pas du domaine. Comment tu t'y prends et c'est quoi ta méthodologie pour écrire une demande de financement sur un sujet qui est pas le tien, en fait? Alors, c'est pas évident, mais ça s'apprend. En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'ai fait du conseil, donc je sortais de thèse. Je devais monter donc des financements pour des startups et en gros, j'avais un dossier différent, un par semaine ou un toutes les 2 semaines et c'était des dossiers qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Le point commun entre ces dossiers, c'était que c'était pour des projets innovants portés par des startups, mais autrement, les thématiques étaient très, très larges. Donc moi, je devais, en fait, faire beaucoup de biblio. Donc, en gros, un jour, enfin, je me souviens, après, il y a des sujets plus ou moins techniques. Il y a des sujets, qui vont être assez simples à couvrir, avec, un peu, voilà, je regarde quelques vidéos ou je vais lire l'article sur Wikipédia, ça suffira. Il y a des trucs un peu plus pointus. Je me souviens que la première fois que j'ai vraiment, rédigé un sujet, un projet de deep learning, bah, je suis allée lire des publis, en fait. En fait, j'ai fait comme en thèse, c'est-à-dire que en thèse, quand tu arrives dans ton labo, bon, j'ai fait une thèse en chimie biologique, j'avais un master en chimie. Je suis arrivée, le premier truc que j'ai fait, c'est que mon chef m'a donné une liste de publications en me disant, bah voilà, ça va être ton sujet, tu te l'appropries. Bah, en fait, c'est un peu pareil pour rédiger des financements. C'est-à-dire que je vais récupérer des informations du client. Souvent, j'avais même pas de contact avec eux. En fait, je récupérais un compte-rendu d'une réunion que quelqu'un d'autre avait fait, qui n'était pas forcément très, très propre. J'avais le site web comment dire, le site web de la boîte ou des informations sur le sujet. Et puis, bah voilà, après, je me débrouillais. Et ensuite, quand les sujets sont vraiment techniques ou qu'il faut creuser un peu le sujet, là, en général, bah, je discutais à l'époque soit avec les directeurs techniques de l'entreprise, et des fois même on travaillait ensemble. Et dans la recherche, là, en général, bah, je travaillais avec les chercheurs, donc ça peut être soit mon chef directement, soit des postdocs qui vont aider à monter le projet. Et en fait, ils vont m'expliquer un peu de quoi ça parle. Globalement, je ne serai jamais experte au niveau des chercheurs. J'aurai jamais le niveau de compréhension que eux ils ont, et c'est pas le but. Moi, mon objectif, c'est de m'assurer que leur projet, il est raccord avec l'objectif de l'appel à projet, que ça répond bien à ce que le financeur veut, que le projet est logique et qu'en fait, voilà, le budget tienne la route et que ce soit quelque chose que derrière, on puisse gérer, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le gère, parce qu'un projet qui est mal ficelé à gérer, c'est une horreur.
Mais voilà, en gros, c'est énormément de travail d'équipe, accepter que j'aurai jamais le niveau de compréhension des chercheurs et que, bah, c'est pas grave et eux, derrière, ils acceptent aussi que j'ai pas le même niveau et je leur dis toujours: «Voilà, explique-moi, vulgarise-moi un peu ton sujet parce que, bah, je suis bête». Je leur dis toujours: «Moi, je suis chimiste, hein, j'y comprends rien». Mais en termes de temporalité aussi, enfin, quand tu dis: «Je fais comme en thèse et je m'approprie le sujet», en thèse, tu as globalement, allez, je schématise, mais la première année, tu t'appropries ton sujet à la rigueur, mais ça veut dire que tu as 1 an. Toi, c'est quoi tes échéances de dépôt de financement? J'imagine que c'est souvent serré comme délai? Ouais, alors en général, ça ça va dépendre, mais en général, ça peut être, 1 mois, voire des fois c'est moins. Après, il y a aussi, le fait que, bah, j'ai aussi accès maintenant que je suis dans un labo, j'ai accès à toutes les demandes de financement qui ont été déposées avant et je peux récupérer des morceaux. Je fais pas de copier-coller évidemment, mais en fait, je peux récupérer des explications, des introductions. Très souvent, ça va être une question de, bah, remettre à jour un peu, l'introduction parce que, les chiffres sont plus à jour, mais ça, c'est pas très compliqué ou en tout cas, j'ai un peu une idée du genre de publi que je dois aller citer, donc je vais aller chercher des publis similaires. Mais effectivement, ouais. Après, un truc que j'ai appris en thèse, c'est de lire une publi en diagonale. Donc, c'est-à-dire, moi, je peux lire une publi en 15 minutes. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je peux écrire dessus. Et ça, c'est une compétence que j'ai développée. Je sais pas comment je fais. Donc, quand on me demande de quoi ça parle, je dis je sais pas, mais par contre, je t'ai fait un paragraphe. Et sans utiliser ChatGPT. Et c'est assez incroyable. Enfin, voilà, je sais pas trop comment j'ai réussi à avoir cette compétence, mais c'est une sorte d'intelligence bête, je pense. C'est-à-dire que, enfin, je ne lis pas en fait, je fais de l'extraction de données, et du coup, j'arrive à écrire sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout, de façon très rapide. Par contre, effectivement, en termes de culture générale scientifique, ah, si, j'ai quand même des concepts qui viennent, mais je comprends pas vraiment profondément de quoi ça parle. Après, encore une fois, ça vient avec l'expérience, ça vient avec la répétition. Le plus j'en fais, le plus ça devient clair. J'essaye aussi, dès que j'ai l'occasion de discuter avec les chercheurs, des fois, je vais juste les voir, je fais: «Si tu as 5 minutes, explique-moi telle, expérience et pourquoi dans tel projet on a mis ça et pas ça». Et comme ils sont sympas, ils m'expliquent, quoi. OK. Et du coup, enfin, peut-être que c'est même des fois un atout d'en savoir moins sur un sujet parce que tu vas aller plus droit au but et que tu vas moins te perdre dans des détails techniques qui, au final, vont perdre la personne qui évaluera le dossier? Je sais pas. Absolument, et aussi, il faut savoir que alors ça va aussi dépendre, hein, clairement des différents appels, mais les gens qui vont relire les dossiers, ils vont être experts sectoriels, mais pas forcément experts de ton sujet. C'est-à-dire, on va avoir, je sais pas, un appel à projet, cancer. Donc la thématique, c'est le cancer. D'un cancer à un autre, c'est pas la même chose. Alors si, les principes biologiques sont les mêmes, mais les connaissances de base, ou peut-être certaines méthodes qui vont être utilisées ou quoi, ça va être un peu différent. Donc il faut quand même être capable de parler à un public «large» entre guillemets, donc un public spécialiste mais pas trop. Il faut être capable de vulgariser dans une certaine mesure ce qu'on va faire, et surtout, en gros, la personne qui va relire le projet, elle a une checklist devant elle et il faut qu'il coche des cases. Ça va être, est-ce que le projet est bien en adéquation avec les attentes de l'appel? OK. Donc ça, il faut vraiment trouver les bons mots pour, que ce soit très, très clair. Est-ce que le plan du projet est bien détaillé? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça semble réalisable? Est-ce que les objectifs peuvent être réalisés dans la durée du projet? Parce qu'il y a des projets qui sont très, très bien. On se dit, bah, sur 2 ans, on n'aura jamais le temps de tout faire. Est-ce que les risques sont bien identifiés? Donc en fait, il y a tous ces côtés-là, et ouais, ça fait aussi partie de mon travail, des fois, de canaliser les chercheurs et d'éviter qu'ils partent un peu dans tous les sens, et vraiment de les aider à, vraiment juste répondre aux questions qui est demandées et pas juste partir dans des délires un peu trop théoriques. Mmh. Du coup, pour prolonger ça, d'après toi, c'est quoi les compétences les plus importantes pour être un project manager, au sens où toi tu le fais, quoi? Alors pour moi, la compétence numéro un, et c'est vraiment le plus important, c'est les compétences sociales, et ça veut pas juste dire être sympa, ça veut dire savoir s'adapter à la personne que tu as en face de toi. Parce que comme on l'a mentionné tout à l'heure, le project manager, ça va être un peu un lien avec pas mal de gens différents. Ça va être un point de contact, ça va être une porte d'entrée au labo pour les gens de l'extérieur. Il y a un aspect de réseautage qui est assez important, voilà, bien connaître les gens avec qui on travaille, de bien connaître les différents services support, et même parfois d'interagir avec les financeurs qui, bah, voilà, eux, ils voient débarquer,
je vais dire une gamine, je suis plus une gamine, mais j'ai la moitié de leur âge et il faut que j'arrive à être crédible, il faut que j'arrive à parler leur langage, il faut très rapidement gagner la crédibilité de la personne que tu as en face de toi, sinon c'est foutu. Donc en fait, le fait d'être capable de s'adapter à la personne qui est en face, autant au niveau du ton et puis même dans la façon de travailler, c'est-à-dire que moi j'avais vu ça, il y a des gens, si je leur renvoie un mail une fois, c'est bon. Et si je leur envoie un rappel, ils vont se vexer parce que je leur ai demandé une fois, c'est sur leur to-do list. Et si je n'ai pas de nouvelles, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper. En revanche, j'ai d'autres collègues, il faut que je leur envoie un mail et 40 derrière pour leur rappeler éventuellement que je les appelle. Et eux, ils apprécient d'avoir autant de rappels parce qu'en fait, sinon, ils ne le font pas. Et le fait de s'adapter vraiment à la personne, de se souvenir comment interagir avec qui, lesquels vont être très sympas, mais peut-être un peu trop à la cool, lesquels vont peut-être être un peu plus froids, mais beaucoup plus carrés. Il y en a aussi qui sont froids et pas du tout, pas du tout coopératifs, hein, ça arrive. Mais voilà, je pense que dans les gens que vous recevez dans les podcasts, c'est souvent des gens assez avenants, assez voilà, qui communiquent bien, très sympas, qui ont envie de partager. Dans la réalité de la recherche, il y en a, et j'ai beaucoup de chance d'interagir avec eux, mais il n'y a pas que ça. Il faut être capable de gérer voilà, les différents profils, les différents égos, etc. Au-delà de ça, évidemment, il faut quand même être organisé. Quand on est sur un seul projet, même au sein d'un même projet, il y a plein de trucs à faire en parallèle et on ne peut pas attendre d'avoir fini une tâche avant d'en entamer une autre. Et quand on est sur plein de projets différents, bah faut faire ça, mais fois le nombre de projets. Et du coup, au sein de cette organisation, être capable de switcher d'une tâche à une autre assez rapidement et de traiter. Des fois, je suis en train de rédiger un truc et je vois que j'ai un mail parce qu'il y a tel contrat, ça y est, c'est bon, ils ont débloqué le truc. Bah, du coup, il faut que je me pose dans ma rédaction pour pouvoir m'occuper de ça tout de suite parce que ça fait déjà, je sais pas, 4 mois qu'on attend et je n'ai pas envie de faire perdre un jour de plus aux autres et je veux m'en occuper tout de suite. Donc je m'en occupe et après je retourne à ma tâche de rédaction et juste être capable comme d'avoir un interrupteur dans le cerveau, de pouvoir faire un truc et passer de l'un à l'autre sans bloquer et sans avoir besoin de recommencer à zéro. Ça, je me rends compte qu'en fait, c'est hyper important et que tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, c'est mon super pouvoir. Ça, c'est un truc. Super pouvoir, oui. Ouais, c'est complexe ça, par contre, oui, le switch de tâches, etc., c'est hyper complexe à faire. Bah, je pensais que tout le monde pouvait faire ça. Et en fait, je dois être spéciale. Non, mais je pense que c'est une habitude. Ouais, c'est vraiment l'habitude. Oui. Ouais, c'est à force de jouer aux jeux vidéo en regardant la télé ou je sais pas. Non, mais c'est un truc, ça se travaille. Ça se travaille et effectivement, en parlant avec des gens, en fait, on m'a fait la réflexion que de la délégation INSERM Est, je suis la personne qui répond le plus vite aux mails. Et en fait, souvent, répondre vite aux mails, j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Ouais, mais si tu réponds vite, c'est parce que tu n'as rien d'autre à faire. » En fait, moi, je ne suis pas derrière mon ordi à attendre qu'on m'envoie un mail. Je fais des trucs tout le temps. Mais quand je vois un mail arriver et que je vois que je peux m'en occuper tout de suite et qu'en 5 minutes, c'est réglé et que ça va débloquer une situation, je le fais tout de suite. Je ne vais pas attendre. Donc voilà. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, beaucoup de gens ont besoin de compléter une tâche avant d'en entamer une autre. Donc voilà, ça m'avantage énormément au quotidien, ça c'est clair. Ça me permet d'être très efficace et de faire avancer plusieurs dossiers en parallèle sans perdre trop de temps, quoi. Donc ça, je suis contente d'avoir ce super pouvoir. Alors, il y a une question du chat. Je ne sais pas, tu veux la relayer, Cléora ? Oui, une question de Thibaut Sauvageant. Salut Thibaut. Le project manager est-il responsable de la tenue des délais d'un projet ? Si par exemple les chercheurs ne lui communiquent pas certaines infos en temps voulu, que se passe-t-il auprès des financeurs ? Alors, c'est une excellente question. Au final, la personne qui est responsable de la bonne tenue des délais d'un projet et du bon déroulement, ça va être le coordinateur scientifique. Mais en général, le project manager, c'est le bras droit du coordinateur scientifique. En fait, déjà, moi, ma responsabilité, ça va être d'envoyer des rappels au bon moment. Donc, quand on a un rapport à rendre, notamment les évaluations à mi-parcours, déjà, on connaît la date. Donc, moi, je préviens les gens 6 mois à l'avance. Je leur dis, voilà, dans 6 mois, on aura ça. Pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant, mais au moins, vous le savez. Et en général, 2 mois avant la deadline pour rendre le rapport, là, je leur renvoie un mail avec plus d'infos. Si c'est nécessaire, on fait une réunion. Enfin, ça dépend aussi du projet, de comment ça fonctionne. Mais je leur envoie vraiment toutes les informations en disant, voilà, vous avez ça. Et ça, c'est vraiment le timing qu'on va suivre. C'est-à-dire,
moi, je veux avoir toutes vos informations au moins 2 semaines avant de devoir rendre le rapport parce que je dois pouvoir tout relire, tout corriger, tout harmoniser. Parce que souvent, j'ai 4 personnes différentes qui vont écrire de leur propre façon des textes, sachant que très souvent, ça va être en anglais, mais que c'est pas leur langue maternelle, donc il va falloir encore refaire un travail de correction, etc. Donc, dans ce contexte-là, j'ai une certaine responsabilité parce que c'est à moi de m'assurer que tout le monde ait les infos à temps, qu'ils aient assez de temps pour anticiper les demandes, etc. En revanche, si quelqu'un fait le mort, m'envoie pas les infos dont j'ai besoin, il y a plusieurs cas de figure. Soit j'ai un chef ou une chef qui se fait respecter et met un coup de pression et on obtient les infos. Et c'est tout aussi simple que ça. En revanche, j'ai déjà eu le cas de figure en fait, ma chef voulait pas créer de conflit. Et en fait, il y a encore de cas de figure. Soit je baratine un truc et j'arrive en fait, à coudre un truc qui va peut-être plus ou moins se tenir la route, à essayer de trouver des infos ou à passer par quelqu'un d'autre. C'est hyper frustrant, mais ça permet d'éviter d'avoir des soucis. Soit on peut se faire retoquer. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir une évaluation où en fait le financeur a dit bah non, non, là vous n'avez pas expliqué ci et ça. Mais là d'un coup, ça tire une sonnette d'alarme auprès des chercheurs qui du jour au lendemain ont commencé à me prendre au sérieux. Et on avait 15 jours pour rendre une version révisée du rapport et c'était bon. Après, il peut aussi y avoir le cas où le projet se déroule pas comme prévu. Ça, c'est pas très grave tant qu'on peut justifier qu'en fait, on a fait tout ce qu'on a pu pour, en gros, essayer d'avoir des résultats. Donc, par exemple, voilà, moi, je sais pas, on peut dire projet de chimie, j'ai dit que j'allais faire une molécule donnée. En fait, la synthèse est impossible ou très difficile, on n'arrive pas à la réaliser. On peut montrer toutes les approches qu'on a employées pour essayer d'arriver à cette synthèse. Et moi, j'ai déjà eu le cas d'étudiants où on a dit bon, écoute, là, tu n'as plus beaucoup de temps dans ta thèse, on va pas te foutre en l'air ton projet parce que faut quand même avoir des résultats pour pouvoir soutenir, pour pouvoir publier. Donc en fait, ils ont défini un nouveau projet pour juste que l'étudiant arrive à avoir une thèse. Et enfin, il aurait pu soutenir sa thèse quand même, mais disons que c'était un peu pour l'aider dans sa carrière. Et vraiment en expliquant pourquoi on a fait ce changement et comment on a aussi vraiment pris en compte le bien-être du chercheur dans ce contexte, parce que c'était un projet de formation. En gros, voilà, comment on a répondu aux attentes de la Commission européenne, même si on n'a pas vraiment rempli les objectifs initiaux. Là, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Il faut savoir que les financeurs, ils n'ont pas envie d'avoir des projets qui s'arrêtent, ils n'ont pas envie que ça se passe mal, ils sont aussi là pour nous aider. Ils sont là pour nous évaluer, mais ils sont là pour nous aider. Et le truc qui est important aussi dans ce genre de cas, c'est de communiquer régulièrement avec. On a quelqu'un qui va être appelé le project officer, enfin, c'est des chargés de projet chez les financeurs. Et le fait de communiquer quand il y a vraiment des problèmes et qu'on est un peu bloqué avec les project officers, ça apaise les choses et ça fait qu'il n'y a pas de mauvaises surprises à la fin. Voilà, j'ai peut-être répondu un peu plus qu'à la question, mais au moins c'est complet. Bah oui, c'est très bien. Je refais un pas de côté justement sur cet aspect de rédaction des financements où tu es pas forcément expert. Finalement, ton travail un peu, c'est de vulgariser un sujet que tu connais pas et de te l'approprier et de le vulgariser pour ceux qui vont le lire. Et donc, en fait, en plus de toutes les qualités que tu as énumérées, avoir des compétences sociales et cetera, finalement, faut être un bon vulgarisateur pour être project manager, non? Oui, ça aide. Alors, clairement, voilà, au moment comme on disait, au moment de la rédaction des financements, s'ils sont pas relus par des experts, enfin, ils sont relus par des experts sectoriels, mais donc pas des experts vraiment du sujet, il faut réussir un peu à vulgariser le sujet. Il faut aussi savoir que, en général, ils ont beaucoup de dossiers à relire, ils n'ont pas énormément de temps et il faut vraiment leur faciliter la tâche, dans la relecture. Par exemple, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre un schéma, enfin, ça dépend de si on a la place ou pas, mais de mettre un grand schéma qui résume l'approche du projet. S'il y a des collaborations, un schéma qui montre un peu le rôle de chaque collaborateur, de chaque partenaire dans le projet, etc. Dans ce contexte-là, c'est pas de la vulgarisation grand public, mais ça reste quand même une forme de vulgarisation. Il faut aussi réussir à vendre son projet, donc c'est limite un côté presque marketing. Pourquoi est-ce que vous allez me financer moi et pas un autre gars qui va faire quelque chose d'équivalent ou quelque chose de similaire? Donc il faut quand même montrer, par exemple, voilà, moi maintenant je travaille dans un institut qui est spécialisé sur les maladies du foie. On va toujours ressortir les chiffres, combien de personnes sont atteintes des cancers du foie, combien meurent du cancer du foie, et jusqu'à aller à parler de l'impact financier
du cancer du foie sur la société. C'est pas juste qu'il y a des gens qui meurent, c'est qu'en fait, il y a des gens qui peuvent plus travailler, il y a toute leur famille qui doit s'occuper d'eux, qui peuvent plus travailler. Donc au-delà, en plus de ça, ça coûte énormément. Donc il faut absolument nous donner de l'argent parce que grâce à cet argent, on va guérir ce cancer. Et donc on va pas juste sauver des vies, on va aussi sauver l'économie. C'est un petit peu exagéré, mais grosso modo, c'est ce qu'on explique dans nos dossiers, quoi. Donc c'est aussi, faut réussir quand même à être assez précis, mais sans rentrer trop et se perdre dans les détails. Et avoir une vision macro aussi, du coup, de l'impact du projet de recherche sur la société, comme tu disais. Parce Oui. que ça, c'est des trucs que les chercheurs, peut-être, perdent de vue des fois quand ils sont sur des questions hyper spécialisées. En quoi est-ce que ce projet-là peut contribuer plus globalement à la société Oui, absolument. Et puis en plus, maintenant, il y a de plus en plus. En fait, il y a aussi d'autres aspects qui sont pris en compte. Donc, par exemple, la dimension de genre, qui peut à la fois parler d'embauche et enfin, voilà, on va essayer d'embaucher autant d'hommes que de femmes et de pousser les carrières et de diminuer les inégalités, mais aussi dans la recherche, par exemple, de se dire, si on a des cancers ou des maladies qui touchent plus les hommes que les femmes, ça, faut le prendre en compte. Faut éviter les biais. Donc, tout ça, ils le demandent énormément. L'aspect aussi environnemental. Tout ça, il faut réussir à y penser. Et c'est vrai que très souvent, les chercheurs, on leur parle de la dimension de genre et ils disent « Ah non, mais nous, on n'est pas concernés, on fait de la bio. » Je fais « Ouais, mais attends, regarde les statistiques. Quelle maladie tu vas... » En fait, même si tu ne fais pas une recherche appliquée à une maladie, quelles sont les potentielles utilisations de tes résultats? Et si c'est utilisé dans certaines maladies, comment est-ce que ça va plus impliquer les hommes que les femmes ou dans l'autre sens, quoi. Il y a aussi la question aussi des différentes origines, parce que c'est vrai que énormément nous, la plupart des patients qu'on a, ils sont français, ils sont locaux, donc on a des données sur des gens français. Je pense que si on allait, je sais pas, en Afrique ou en Amérique du Sud, on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Pour des financements français ou européens, ils ne s'intéressent pas particulièrement à ce genre de questions parce que c'est un peu trop large, mais ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que si demain, je développe un traitement anti-cancer et que je le propose, je sais pas moi, à des gens d'Afrique du Sud, est-ce que ça va marcher aussi bien que si je le propose à des Alsaciens? Et c'est hyper intéressant. Et en réalité, en général, la réponse, c'est non, parce qu'il y a des facteurs génétiques qui font que, selon les origines des gens, les molécules n'auront pas les mêmes effets. Alors c'est assez marrant que tu parles de toutes les qualités que tu dois avoir en tant que project manager, parce que finalement, j'ai l'impression que ça rejoint pas mal d'intérêts que tu as aussi dans ta sphère privée. Nous, on s'est connus plutôt dans le milieu de la vulgarisation. Alors, je sais pas si tu veux en toucher 2 mots, mais juste après, est-ce que toi, dans les demandes de financement que tu fais, tu intègres ce volet médiation scientifique et vulgarisation pour lequel tu as une appétence personnelle aussi? Et est-ce que tu as vu une évolution un peu dans les appels à projets ou dans les demandes de financement sur à quel point les projets maintenant doivent englober cette partie médiation, retour à la société? Alors effectivement, c'est de plus en plus demandé. En fait, la raison est assez simple, c'est qu'on est financé avec de l'argent public, donc c'est avec nos taxes, et qu'il faut pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on fait des taxes. Et il y a beaucoup ce côté de transparence. En gros, en tant que citoyen qui paye des taxes, j'ai envie de savoir où vont mes taxes et à quoi ça sert. Et les institutions, les financeurs, ils ont besoin qu'on leur fasse entre guillemets de la pub, c'est-à-dire qu'on dise on a, je sais pas, des fois vous allez voir dans certains endroits une plaque où il y a marqué voilà, ça a été financé par la région, financé par la Commission européenne, etc. Donc c'est vraiment un peu ça, l'idée. Dans la recherche, alors ça dépend énormément des projets, mais il y a toujours un peu un aspect communication et dissémination et vulgarisation. Sachant que la dissémination, c'est vraiment parler des résultats du projet. La communication, c'est parler du projet en lui-même, du concept. Et la vulgarisation, ça va être tout ça, mais orienté pour le grand public ou des gens qui n'ont pas forcément de connaissances particulières sur le sujet. Donc ça, c'est hyper important. En général, tout ce qui est dissémination, communication, ça a surtout touché à la communauté scientifique. En revanche, tout ce qui est de la vulgarisation, ça devient de plus en plus demandé. Et le truc, c'est qu'en fait, les chercheurs, ceux qui n'ont pas forcément une appétence pour le sujet, ils savent pas vraiment trop comment s'y prendre. Donc c'est vrai que moi, du coup, j'essaye un peu, j'essaye de promouvoir des initiatives comme Pint of Science. J'essaye aussi de les motiver à essayer de dire on a eu un événement à l'université de Strasbourg l'année dernière qui s'appelait Kids University. J'ai un petit peu embarqué de force mon équipe
Et on a fait une sorte d'enquête pour, en gros, on avait fait une mise en scène où on arrive au labo et il y a un ballon avec une réaction qui est en cours. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On doit faire des tests pour découvrir ce que c'est. Alors évidemment, on n'a pas fait manipuler des enfants ils avaient quoi? Ils avaient 15 ans. On les a pas fait manipuler, mais on a fait des petits puzzles et des petits trucs pour les faire réfléchir. Et est-ce que tu veux dire, 2 mots d'exemples d'initiatives, de médiation auxquelles tu participes, avec ou des chercheurs de ton labo ou autres? Oui, bah, alors, du coup, comme tu l'avais dit au début, on s'est rencontrés via Pint of Science. Là, à la fin de l'été, enfin ouais, à la rentrée de 2024, on a lancé un petit collectif qui s'appelle Schluck de Science. Donc c'est, la version alsacienne de Pint of Science. En gros, on a un collectif qui va s'intéresser à porter l'organisation de Pint of Science à Strasbourg, mais aussi, organiser d'autres initiatives de médiation, un peu sur le même principe, mais pas que. Dans ce contexte-là, on accompagne un autre collectif strasbourgeois qui s'appelle Accro des Sciences, donc Access en acronyme, qui est un collectif qui est porté par des enseignants-chercheurs de l'université et qui a pour objectif de promouvoir les sciences dans un quartier qui s'appelle Cronenbourg, un peu comme la bière, mais avec un C. Sachant qu'il y a le campus du CNRS à Cronenbourg, mais il y a aussi beaucoup de cités, et il y a un peu deux mondes qui se côtoient, mais qui se côtoient pas, enfin qui cohabitent, mais qui se côtoient pas. Et du coup, bah, moi, je les accompagne, je les aide à organiser des événements, à un peu coordonner les soirées, et cetera. En gros, je mets mon expérience personnelle de vulgarisation scientifique à leur disposition. Et voilà. Après, en parallèle, je suis aussi impliquée. Alors, c'est pas vraiment de la vulgarisation, mais je suis impliquée dans des groupes de travail de project manager pour vraiment contribuer à définir la profession, créer un peu un plan de carrière, un plan d'évolution, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'évolution de carrière réellement actuellement. Donc, il n'y a pas de formation dédiée qui sont proposées. Il y a pas, en fait, tout ce qu'on trouve dans un job classique qui est bien défini, bah, nous, on n'a pas. Donc voilà, je suis pas mal active dans un groupe qui s'appelle, attention, le Marie Curie Alumni Association Research Management Working Group, donc le groupe de travail de gestion de recherche de l'association Alumni Marie Curie, donc les alumni des projets Marie Curie. Et en gros, on fait des réunions tous les mois en visio. On a fait une première réunion en personne en septembre à Bruxelles, sachant qu'on est tous aux quatre coins de l'Europe, voire même d'autres qui sont hors Europe. Et en fait, ce qu'on fait pas mal et qui est assez rigolo, c'est qu'on va à des conférences et on organise des petits workshops, on organise des petites tables rondes, on présente un peu nos réflexions et tout ça, et c'est assez chouette. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que avec ce groupe, en fait, le fait d'être un groupe et de nous organiser comme ça, on a réussi un peu à toquer à la porte de la Commission européenne et à faire remonter des doléances et potentiellement avoir un petit peu un impact dans la. On va pas faire changer le système, mais être un peu plus pris en compte, quoi. Alors, pour revenir un peu sur ce poste de project manager, est-ce que ce genre de travail que tu disais au début, il n'est pas très commun encore, mais est-ce qu'il y a quand même une augmentation de ce genre de poste ou de ce genre de demande? Est-ce que c'est un parcours qui devient plus fréquent de passer de la recherche au management de projets scientifiques? Et même corollaire, est-ce que ça te paraît nécessaire de passer de la recherche au management de projets scientifiques ou alors de devenir project manager direct Enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, il y a déjà, par rapport au fait que ce soit un travail demandé, de plus en plus de laboratoires réalisent que c'est un poste qui est important, mais c'est un peu le genre de poste qu'on ne sait pas qu'on en a besoin tant qu'on l'a pas eu. Et enfin, moi, je l'ai vu dans mon premier labo. Je suis arrivée et puis j'ai commencé un peu à faire des trucs, un peu à aider aussi à droite à gauche. Et en fait, c'était un peu ah ouais, ce serait bien d'avoir quelqu'un comme toi à temps plein. Sauf qu'en fait, c'était pas possible de créer un poste et il n'y avait pas de financement disponible pour me payer. Donc, c'était pas qu'ils voulaient pas me garder, c'est qu'ils pouvaient pas me garder en fait. C'est pour ça que je suis passée du CNRS à l'INSERM. Et sachant qu'en plus, on est très souvent en CDD et qu'après 3 ans de CDD, bye bye, on peut pas rester parce que c'est la loi. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'argent disponible, c'est très compliqué de créer des postes et que même si on est OK de rester mal payé en CDD, on n'a pas légalement le droit de rester. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc moi, j'espère que les choses vont changer. En fait, je pense que c'est un peu quelque chose. Il faut qu'on arrive à montrer collectivement que c'est important d'avoir des managers de projet dans les labos.
D'où la contribution à des groupes de travail pour un peu faire changer les choses. Et aussi, je pense qu'il faut que ça vienne des directions d'unité. Il faut que les directeurs d'unité, à toutes les réunions possibles et imaginables, disent qu'ils veulent des managers de projet dans leur labo et pas que dans les délégations. Ensuite, je crois que c'est à peu près entre 40 et 50% des project managers qui sont des chercheurs qui ont fait souvent une thèse, voire un postdoc, donc un contrat après leur thèse de recherche. Donc c'est quand même une bonne partie. Très souvent, c'est des gens qui voulaient faire de la recherche, mais qui se sont rendus compte que c'est quand même une carrière assez compliquée, qui demande beaucoup de sacrifices, et que voilà, il n'y a pas beaucoup de postes. En fait, c'est pas évident d'avoir un poste, et qui voulaient pas quitter le monde de la recherche, et qui du coup se sont tournés vers la gestion de projet pour pouvoir rester. Moi, c'était un peu particulier parce que je suis partie pour mieux revenir, mais c'est vrai qu'au final, le jour où je suis partie de la recherche, j'ai un peu eu l'impression de quitter une communauté, je vais pas dire une grande famille parce que si, c'est un peu une grande famille avec toutes les disputes et les sales coups qu'on peut se faire, mais il y a quand même un peu un côté assez important de communauté, quoi. On peut aussi ne pas faire de recherche, et notamment il y a des masters en gestion, masters en management, même des masters en management de projets européens, donc pour dire à quel point c'est spécifique. Moi, personnellement, je pense que l'expérience de recherche est très importante, même si au final, c'est quand même 2 approches complémentaires, et je pense que c'est quand même bien d'avoir les 2 profils pour bosser ensemble. Pour être basé dans un labo, je pense que c'est quand même important d'avoir une thèse parce que, en fait, quand on parle à des chercheurs, comme tu disais, Léa, il faut pouvoir comprendre leur sujet, il faut être capable de se l'approprier, et je pense que c'est important, enfin, c'est une compétence qu'on apprend en ayant fait de la recherche soi-même, c'est de savoir lire une publi, de savoir comprendre une publi, de savoir récupérer les infos importantes pour comprendre, parce qu'il y a pas besoin de tout lire dans les détails. Les sections de méthodologie, je les regarde très rarement, hein. C'est vraiment, moi, c'est comprendre un peu l'idée, être capable ensuite de vulgariser les projets, et cetera. Il faut savoir que, le boulot, comme je le disais, du manager, c'est de faire gagner du temps aux chercheurs, parce que le chercheur n'a pas assez de temps pour faire sa recherche. Donc si je leur fais perdre du temps, alors les premiers mois, ça peut se concevoir, mais très rapidement, il faut réussir à leur montrer qu'on leur fait gagner du temps et pas l'inverse. Et si on n'est pas assez bon et qu'on ne comprend pas et qu'on ne s'intègre pas assez dans l'univers de la recherche, parce que c'est quand même très spécifique, là, ça peut coincer, quoi. OK. Et alors, du haut de ta petite expérience là de quelques années de project management, est-ce que tu as trouvé une recette miracle pour se faire financer un projet de recherche à tous les coups? Alors, j'ai presque envie de te dire, il faut parler de cancer, parce que c'est un peu la maladie du siècle, et que du coup, ça aide beaucoup de bosser sur le cancer. Clairement, je vois à quel point c'est beaucoup plus facile de faire financer un projet sur le cancer qu'un projet de méthodologie pure de synthèse organique. Voilà, ça déjà, le thème importe. Après, quand on est dans un labo, le thème, il nous est entre guillemets imposé. Le truc qui est important, c'est vraiment de réussir à convaincre les lecteurs, les évaluateurs, pardon, qui vont relire le projet. Donc, il faut réussir à convaincre les évaluateurs que le projet que toi tu déposes, il est innovant, il est ambitieux, il est risqué, il va changer le monde, et qu'à la fois, il est réalisable et qu'il va vraiment apporter une vraie valeur ajoutée, que ce soit en termes d'applications commerciales potentielles, que ce soit en termes de sociétal, économique. Il faut vraiment réussir à être convaincant. Donc, si c'est vraiment concret, moi, si je te dis, si tu me finances, dans 5 ans, on va avoir trouvé un remède contre le cancer, ou une thérapie qui va permettre d'améliorer les conditions de vie des patients, ou au moins d'augmenter les chances de survie, clairement, ça parle. Si je te dis, demain, on va développer un nouveau catalyseur à base de cuivre pour faire la réaction de je sais pas quoi à condition température, c'est intéressant, mais clairement, c'est moins. L'impact est plus difficile à justifier, quoi. Mais ceci étant dit, voilà, si on sort des données, si on explique pourquoi est-ce que telle réaction, elle pollue trop, elle coûte trop cher, quelles sont les alternatives actuelles, et en quoi cette réaction est quand même très très importante pour telle et telle application, là on peut expliquer sans problème de se faire financer, quoi. À savoir que ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a différents appels à projets, notamment des appels spécifiques. Et il faut vraiment, vraiment bien lire les règles d'éligibilité et bien comprendre qu'est-ce que le financeur veut financer. Si le financeur veut financer, je sais pas, par exemple, si le financeur, exemple encore très simple parce que ça va être les thématiques cancer, si le financeur veut spécifiquement financer un projet sur le cancer du sein, ça sert à rien d'y aller avec un projet sur le cancer du poumon. Parce que clairement, on n'est pas dans le scope, et que du coup, ce sera juste pas pris en compte.
C'est un exemple très grossier, mais en gros, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de tordre son projet pour que ça colle aux attentes du financeur. Si c'est pas vraiment en phase, ça va se sentir très, très vite. Donc c'est vraiment ça le plus important, c'est vraiment comprendre à qui le financeur va donner de l'argent et est-ce que moi, mon idée, mon projet, il rentre dans ce contexte-là. Après, bah, la rédaction, très importante pour que ce soit clair, pour que ce soit convaincant, pour que la personne qui va le relire et l'évaluer ne va pas y passer 4 heures à se cogner la tête contre les murs, à se dire: «Mais attends, qu'est-ce que là, il voulait dire?» et que, chaque, chose qu'on explique ne puisse pas être interprétée de différentes manières. Parce que s'ils comprennent mal ce qu'on essaie de dire, bah, ça peut un peu se retourner contre nous. Mais voilà, c'est un peu un en fait, c'est pas une vraiment, il y a pas de recette miracle ou d'astuce qui marche à tous les coups, c'est un tout et c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment juste bien analyser sa situation et puis vraiment répondre au mieux possible et puis de toute façon, bah, il y a toujours un facteur chance, hein. Moi, j'ai déjà eu des dossiers que j'avais déposés où, les 2 évaluateurs étaient absolument pas d'accord. Enfin, il y avait 3 évaluateurs, 2 qui adoraient le projet et un qui l'a complètement défoncé et bah, le projet n'a pas été financé parce que celui qui n'aimait pas le projet, bah, sa note a baissé la moyenne et ça fait que le projet n'était pas financé. Mais du coup, on avait à la fois dans les commentaires, un qui disait que le projet était trop ambitieux, l'autre qui disait qu'il n'était pas assez ambitieux et à la fois un qui disait que, c'était bien parce qu'on avait couvert, toutes les questions, et toutes les façons d'aborder la question et l'autre qui disait: «Bah, il y a trop de trucs, ça part dans tous les sens». Donc c'est voilà, ça il y a un facteur chance, et ça, bah, c'est comme ça dans la vie aussi, quoi. C'est dans C'est plus un facteur chance, c'est un facteur personne du coup, c'est Ouais, mais parce que les évaluateurs qui vont être attribués à ton projet, tu les connais pas et ils vont être, selon les appels, ça peut être aussi un peu du hasard. Mmh. C'est-à-dire que, bah, je vais déposer en 2024, ça va se faire rejeter, je vais déposer le même projet en 2025, il va passer. Et c'est déjà aussi arrivé, l'inverse. C'est-à-dire qu'un projet a été déposé une année à une assez bonne note, ils ont repris le projet, ils ont amélioré, ils ont répondu aux points qui avaient été, mentionnés, comme points faibles. Bah, l'année d'après, la note était pire et le projet a été, cassé en 8 000 morceaux alors qu'il y avait pas de raison, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant du coup pour, les chercheurs de passer tous ces cycles de demande de financement et cetera. Je pense que ce fonctionnement, cet appareil, de financement, c'est ça qui dissuade beaucoup de gens de continuer leur carrière, scientifique. En partie. En fait, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que les chercheurs passent énormément de temps à faire des demandes de financement, à monter des projets et à la fin, ils doivent quand même faire de la recherche. Ils sont quand même évalués, notamment sur le nombre de publications, la production, la qualité des publications, le nombre d'embauches et cetera. En fait, on leur demande de plus en plus de choses, mais on leur donne pas plus de moyens ni plus de temps. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent, le soir, le week-end, pendant leurs vacances et cetera et c'est pas forcément compatible avec une vie de famille ou même juste avec une vie privée, même sans forcément, faire d'enfants ou quoi, mais juste, bah, ça c'est absolument, légitime de pas avoir envie de réouvrir ses mails à 22 heures avant d'aller se coucher au cas où il y aurait un truc un peu urgent et effectivement, je pense que si on avait un système un peu plus simple où, de l'argent était plus facilement disponible pour faire de la recherche, ça aiderait. Après, ça force aussi un peu à utiliser l'argent correctement, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce côté de se dire que si on était plus libre d'utiliser l'argent pour faire de la recherche, on pourrait découvrir plus de choses, un peu de façon aléatoire et de faire avancer les choses plus vite, c'est sûr. Mais ce serait peut-être moins efficace, en termes de rendement, mais c'est ouais, ça fait partie de ces métiers qui sont pas évidents parce que les conditions font que c'est pas évident et puis surtout, il faut voir que, bah, clairement, c'est un métier passion parce qu'en faisant de la recherche, dans le privé, on peut gagner beaucoup plus sa vie. Après, on travaille quand même énormément et on a aussi beaucoup de responsabilités aussi sur les épaules. Donc c'est assez différent. Mais l'avantage de l'académique, c'est quand même qu'il y a une certaine liberté. Une fois qu'on a compris comment le système fonctionne, on a quand même une certaine liberté sur, les sujets sur lesquels on veut travailler, ce qu'on veut creuser et voilà, un chercheur peut dédier sa vie à, une molécule, une maladie, un mécanisme biologique, tandis que ça, une entreprise au bout d'un moment dira: «Bah non, c'est pas rentable, on arrête quoi». Donc voilà, il y a pas de il y a pas de contexte parfait, ça dépend vraiment des gens. Mais ouais, je suis d'accord qu'effectivement, c'est quand même un boulot qui demande, énormément de sacrifices, en tout cas au début, le temps de lancer sa carrière. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent là, qui se disent: «Non, moi j'ai pas envie de sacrifier mes meilleures années à bosser comme ça». Les gens qui restent, c'est des gens pour qui c'est pas un sacrifice parce que c'est leur passion, quoi. C'est sûr.
Et je pense même, qu'il y en a dans l'équipe qui pourraient, s'ils étaient dans l'épisode, témoigner de cet état de fait Mmh. qu'être chercheur, c'est pas évident et le rester, encore moins. En tout cas, toi, tu penses, que les project managers pourraient simplifier beaucoup la vie des chercheurs dans le futur, Est-ce que ton message, ce serait adopter un project manager? Exactement, ouais. Non, c'est clair. Moi, je pense que c'est en fait, il y a pas mal de projets sur lesquels, il est possible d'embaucher des project managers, même si c'est de façon temporaire. Et moi, mon conseil pour tout chercheur, chef d'équipe ou autre qui peut, c'est, s'ils ont la possibilité d'embaucher un project manager sur un financement, souvent c'est des gros financements collaboratifs, des financements européens, bah, faites-le et embauchez-les, à temps plein et faites-les bosser aussi sur d'autres sujets, en fait. Faites-les, intégrer un peu la vie du labo, la vie de l'unité. Parce qu'en gros, ça se trouve, ils vont vous permettre de monter un autre projet qui va être financé et vous allez peut-être pouvoir le garder et créer un poste, quoi. Après, il y a toujours des limites, mais je pense que c'est assez chouette et je pense que ça peut être une bonne expérience. Après, je connais aussi des gens qui sont pas restés très longtemps, ça dépend aussi des équipes. Mais si vous avez un peu cette envie, bah, de tester, bah, faites-le, embaucher un project manager, même si c'est que sur 1 an. Juste embaucher quelqu'un qui va venir vous épauler, qui va faire de la veille avec vous, qui va vous aider à rédiger les parties non scientifiques de vos projets, qui va, voilà, faire un peu tout ça. Parce que c'est cool et que voilà, c'est un beau métier et je pense que ça va se normaliser. Ça va prendre du temps, je pense que ça va peut-être pas se faire même avant 10 ans, mais je pense que ça va être un des postes entre guillemets, «normaux» dans le labo du futur. De la même manière qu'aujourd'hui, on a des gestionnaires administratifs et financiers qui s'occupent un peu de la gestion, bah, surtout, gestion des contrats, faire le lien avec les pôles, ressources humaines et s'assurer que, bah, l'argent est dépensé comme il faut, dans les bonnes règles, dans les temps. Bah, je pense que, ouais, peut-être que dans 10 ans, en fait, il y aura un binôme. Moi, je travaille beaucoup en binôme avec notre gestionnaire administrative et financière et ça marche super bien. Et je visionne bien, un peu ce fonctionnement dans le labo du futur. J'aime pas trop ce terme, mais ouais, d'ici peut-être 5-10 ans, qu'il y ait de plus en plus de labos qui fonctionnent comme ça. Non, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un métier qui est quand même qui existe déjà plus, au Royaume-Uni ou, aux États-Unis, par exemple? Alors en fait, aux États-Unis et puis enfin dans les pays anglo-saxons, globalement, ils ont beaucoup plus de liberté sur la façon dont ils utilisent leur argent. Moi, j'étais choquée quand je suis arrivée en France parce que, quand j'étais en thèse, si je devais partir en conférence, bah, j'allais voir mon chef, je lui disais: «Je veux aller à telle conférence». Il me disait oui ou non. Bon, en général, si je lui disais que je voulais aller et que c'était, dans la thématique, que c'était pas trop cher et que j'avais un poster à présenter, il disait oui. Et du coup, il me disait: «Bah, trouve un hôtel, trouve des billets et reviens». Et du coup, je revenais avec mon ordi, il avait sa carte de crédit et on payait en direct et c'était tout. En France, bah, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de règles de justification financière, de trucs comme ça. En gros, en Angleterre, enfin de mon expérience en tout cas, le chercheur, il est responsable de son budget et s'il le dépense n'importe comment, bah, tant pis pour lui, c'est son problème. En France, on a un peu ce côté, très, presque maternaliste, mais, limite, un peu infantilisant. On ne fait pas confiance aux chercheurs. On leur fait enfin, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des niveaux et des couches de bureaucratie assez incroyables, où on va mettre des vérifications et des limitations et des machins et des ceci et des cela. Je sais que enfin, voilà, nous, j'ai déjà vu des cas, dans mon ancien labo où, on n'avait pas le droit, par exemple, d'acheter, des trucs tout bêtes, mais du sopalin pour nettoyer, les paillasses ou juste pour l'espace cuisine. Il fallait l'acheter sur un site web centralisé qui s'appelle l'UGAP. Ça coûtait 2 fois plus cher que si on allait au supermarché pour l'acheter et en général, il y avait 4 mois d'attente pour se faire livrer ou Mmh. même pour des trucs même beaucoup plus urgents, genre des gants en latex ou des gants en nitrile qui sont hyper importants, au quotidien. Bah, en fait, on n'avait pas le droit de les acheter plus facilement, moins cher parce qu'il y a des règles qui tiennent pas debout, enfin bref. Donc c'est vrai que ouais, c'est très, très différent leur système là-bas. Je sais pas si c'est très, généralisé d'avoir ça dans les labos là-bas, honnêtement. Mais ouais, c'est pas le même système en fait. On peut pas vraiment comparer, et je me rends compte que, dans pas mal d'universités différentes, il y a des systèmes très différents. On n'est pas régis aux mêmes règles en fait. Du coup, je pense que c'est là où ça peut être très intéressant de discuter avec les différentes universités, les différents pays, de voir eux ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut prendre de chez eux, qu'est-ce qu'eux peuvent prendre de chez nous et d'essayer de se mettre d'accord. Le problème, c'est que, bah, on est tous un peu dans cette idée, enfin, les pays sont tous un peu dans cette idée de dire: «Moi, je suis meilleur que toi» et du coup, on est dans la compétition au lieu d'être dans l'entraide, dans le partage de bonnes pratiques, quoi et ça, c'est assez dommage. Voilà.
Donc voilà, dites-vous que les chercheurs, ils font leur job de chercheur et quand ils publient, on est content, ils découvrent des trucs, c'est fantastique, mais ils le font avec toutes ces contraintes derrière, et ça, on en parle souvent moins, donc c'est bien que certaines personnes viennent en parler et en témoigner aussi, parce que la recherche, c'est pas que de se poser des questions brillantes, c'est aussi gérer des dossiers, gérer des financements, etc. Et donc, merci Irène d'être venue avec nous ce soir pour nous parler un peu de ce métier de project manager. Alors, avant de terminer l'émission et pour mettre un peu de légèreté dans tout ça, tu as trouvé une citation pour l'émission. Tout à fait. Alors, la citation du soir, c'est une citation des Nuls dans leur sketch La mouche qui pète, ça donne le niveau. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent, alors aidez-les, envoyez des sous. Contexte, c'est un sketch qui avait beaucoup tourné. Je crois qu'on l'avait même diffusé via le podcast plusieurs fois. Mais c'est deux chercheurs dans leur labo en train de s'amuser qu'une mouche pète. Et donc, donc voilà, c'est une fausse campagne de communication pour donner de l'argent à la recherche pour des gens qui travaillent sur des choses utiles, comme les mouches qui pètent. C'était pour le contexte. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce 518e épisode où vous avez un peu découvert les rouages invisibles de la science et les appareils de financement pour faire de la science, puisque la science sans argent, on ne peut pas la faire. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça fait un petit pas de côté par rapport à nos sujets habituels, mais c'est bien aussi d'aller voir dans d'autres horizons et d'autres strates de ce qui se passe sous la science qu'on vous vulgarise toutes les 2 semaines sur Podcast Science. Merci à toutes et à tous de nous écouter chaque mercredi soir fidèlement. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, que servir la science soit votre joie.